Un crissement de pneus déchire l'aube lyonnaise, suivi d'un éclat de verre brisé. Une tempête de racisme et d'injustice s'apprête à éclater sur une route déserte. Sur une route paisible de la banlieue lyonnaise, Aurore Lemoine, une magistrate noire de 45 ans, roule vers le tribunal de Lyon, vêtue d'un tailleur gris anthracite impeccable, son insigne de justice, une broche en forme de balance scintillant sous le soleil matinal. Soudain, des gyrophares bleus et rouges surgissent dans son rétroviseur. Le policier Jean-Paul Durand, un homme trapu au regard mauvais, l'arrête brutalement. Sans préambule, il ricane. Une noire dans une vieille bagnole comme ça, qui se prend pour une juge. Retourne dans ton quartier, tu n'as rien à faire ici. Il brandit sa matraque et, dans un accès de rage, fracasse le feu arrière de sa voiture, le verre éclatant en 1000 morceaux sur l'asphalte. Aurore, figée, sent une colère sourde monter en elle. Elle tente de se défendre. « Je suis Aurore Lemoine, magistrate, plaque LI 392KM, vérifié. » Mais Durand, ivre de préjugés, l'ignore et continue son carnage, brisant les deux feux de freinage, hurlant « Les gens comme toi n'ont pas leur place dans un tribunal français. » Chaque coup est une insulte à sa dignité, à sa carrière, à la justice qu'elle incarne. Cette agression raciste, sous le ciel clair de Lyon, n'est que le début d'une bataille qui fera trembler les fondations d'un système corrompu. Avant de plonger dans ce récit qui vous fera bouillir de colère, si vous êtes prêt à dénoncer l'injustice, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous pour soutenir la lutte. Si ce n'est pas votre tasse de thé, un simple like suffira. Mais accrochez-vous jusqu'à la fin, une révélation explosive vous attend, et elle pourrait bien changer votre regard sur la justice française. Dans les minutes qui suivent l'agression, Aurore reste figée sur le bord de la route, les éclats de verre scintillant sous le soleil matinal comme des témoins silencieux de l'outrage qu'elle vient de subir. Sa voiture, une Peugeot 308 bleu marine de 2013, est désormais mutilée, ses feux arrière et de freinage réduits à néant par la matraque de Durand. Les mots de ce dernier, « Une noire comme toi n'a rien à faire dans un tribunal », résonnent dans son esprit comme des coups de poignard. Elle, Aurore Lemoine, magistrate respectée de 45 ans, première femme afro-française à occuper ce poste au tribunal de Lyon, se tient là, humiliée, mais pas brisée. Une rage froide, presque palpable, s'empare d'elle, mêlée à une honte qu'elle n'a pas méritée. Elle pense à son père, un immigré sénégalais devenu ouvrier à Lyon, qui lui a appris à tenir tête face à l'adversité. « Tu es plus forte que leurs insultes », lui disait-il. Ces mots, gravés dans sa mémoire, attisent sa colère et sa détermination. Aurore ajuste son tailleur gris anthracite, lisse la broche en forme de balance qui orne sa poitrine, un cadeau de sa mère, une ancienne enseignante qui croyait en l'égalité, et sort son téléphone. Ses mains tremblent, non pas de peur, mais d'une fureur contenue. Elle compose le numéro de Claire Dubois, la greffière en chef du tribunal, une femme qu'elle connaît depuis des années et en qui elle a une confiance absolue. « Claire, c'est Aurore, dit-elle, sa voix ferme malgré le tumulte intérieur. J'ai été arrêtée par un policier sur la route de Dessines. Il m'a insulté, a vandalisé ma voiture et m'a traité comme une moins que rien à cause de ma couleur de peau. J'ai besoin d'un véhicule immédiatement pour rejoindre le tribunal et je veux que cet incident soit consigné officiellement. » Claire, de l'autre côté de la ligne, reste silencieuse un instant, abasourdie. « Mon Dieu, Aurore, vous allez bien ? Qui est cet homme ?» demande-t-elle, sa voix tremblante d'inquiétude. « Jean-Paul Durand ?» répond Aurore, les dents serrées. « J'ai vu son badge. Il ne s'en tirera pas comme ça. » Pendant qu'elle parle, un détail nouveau surgit, ajoutant une couche de tension dramatique. En ramassant son sac tombé sur le siège passager, Aurore remarque une caméra de tableau de bord qu'elle avait installée il y a des mois, après un incident mineur dans un parking. La caméra, discrète, a tout enregistré. Les insultes racistes de Durand, ses gestes violents, et même son rictus de satisfaction alors qu'il fracassait les feux de sa voiture. Cette preuve, un atout inattendu, fait monter la rage d'Aurore à un niveau presque insoutenable. Elle imagine le visage de Durand, cet homme qui a osé la rabaisser lorsqu'il découvrira qu'il a été filmé, que ses actes ne resteront pas impunis. « Claire, j'ai une vidéo de l'incident, » dit-elle, sa voix vibrante d'une colère froide. « Faites venir une dépanneuse pour la voiture, mais assurez-vous que tout soit prêt pour une plainte officielle dès mon arrivée. » En attendant l'arrivée du véhicule du tribunal, Aurore regarde autour d'elle.
La route est déserte, mais au loin, elle aperçoit Un vieux boulanger, Monsieur Girard, qui tient une petite boutique au bord de la Nationale. Il a tout vu de loin depuis sa vitrine et s'approche timidement, un balai à la main. « Madame, j'ai entendu les cris. Cet homme, il vous a insulté, n'est-ce pas ?» demande-t-il, ses yeux pleins de compassion. Aurore hoche la tête, incapable de parler, la gorge nouée par l'émotion. « Il a dit des choses horribles sur votre couleur de peau, ajoute-t-il, baissant les yeux. Je témoignerai si vous avez besoin. » Ces mots, simples mais sincères, renforcent la colère d'Aurore, mais ils lui rappellent aussi qu'elle n'est pas seule. Il y a encore des gens qui refusent de l'injustice, même dans une société où le racisme gangrène encore les institutions. Un SUV noir aux plaques officielles du tribunal arrive enfin, conduit par François, un agent de sécurité qu'Aurore connaît bien. Il sort précipitamment, son visage marqué par l'inquiétude. « Madame la juge, vous êtes blessée ?» demande-t-il, jetant un œil à la voiture endommagée. « Pas physiquement », répond Aurore, montant dans le véhicule, sa broche scintillant sous le soleil. Mais intérieurement, elle est une tempête. Elle serre son sac contre elle, où se trouve la caméra de tableau de bord, et pense à Durand. Cet homme a cru pouvoir l'humilier, la réduire à sa couleur de peau, mais il ignore qu'il vient de déclencher une guerre. Une guerre qu'Aurore mènera avec toute la force de sa position, de son histoire et de sa rage. Dans le SUV qui file vers le tribunal de Lyon, Aurore regarde par la fenêtre les immeubles familiers de la ville, les traboules et les façades ocre qui défilent. Elle pense à son premier jour en tant que magistrate, à la fierté qu'elle avait ressentie en enfilant sa robe noire. Ce jour-là, elle avait juré de défendre la justice, coûte que coûte. Aujourd'hui, cette justice a été bafouée, non pas dans une salle d'audience, mais sur une route banale, par un homme qui représente l'autorité. Sa colère n'est pas seulement personnelle, elle est celle de toutes les femmes noires, de tous les immigrés, de tous ceux qui, comme elle, ont été méprisés pour ce qu'ils sont. Elle sait que ce combat dépasse sa propre humiliation. C'est un combat pour la dignité, pour l'égalité, pour un système qui doit cesser de tolérer des hommes comme Durand. Arrivée au tribunal, Aurore descend du véhicule, sa robe soigneusement pliée dans son sac. Elle gravit les marches de pierre, chaque pas renforçant sa détermination. Les portes vitrées s'ouvrent et les gardes la saluent avec respect. « Bonjour, Madame la juge. » Mais leurs regards trahissent une inquiétude. Les nouvelles voyagent vite. Aurore entre dans l'ascenseur, son reflet dans le miroir lui renvoyant une image de force et de colère. Elle sait que cette journée marquera un tournant. Jean-Paul Durand a voulu l'effacer, mais il a sous-estimé la femme qui l'a attaquée. Aurore Lemoine n'est pas seulement une victime. Elle est une magistrate, une combattante, et elle fera tomber ceux qui ont osé défier la justice qu'elle incarne. Dans le hall majestueux du tribunal de Lyon, avec ses colonnes de marbre et ses plafonds ornés de fresques, Aurore avance, son tailleur gris anthracite impeccable malgré l'épreuve qu'elle vient de subir. Chaque pas sur le sol de pierre polie résonne comme un défi lancé au système qui a permis à un homme comme Durand de l'humilier. Les mots de ce dernier, « Une noire comme toi n'a rien à faire dans un tribunal », s'entrelacent avec les souvenirs de son père, un immigré sénégalais qui a lutté pour lui offrir une éducation, et de sa mère, une enseignante qui lui a appris à ne jamais baisser la tête face à l'injustice. Cette pensée attise une fureur qui menace de la consumer. Elle entre dans son bureau, une pièce austère mais ordonnée, où des piles de dossiers s'élèvent comme des remparts contre le chaos. Elle pose son sac contenant la précieuse caméra de tableau de bord et ajuste la broche en forme de balance qui orne sa poitrine. Ce symbole de justice, un cadeau de sa mère, lui rappelle pourquoi elle est ici, pour défendre ce qui est juste, même quand le système lui-même vacille. Aurore s'assoit, ouvre son ordinateur et se connecte au réseau sécurisé du tribunal. Elle tape le nom de Jean-Paul Durand dans la base de données de la police lyonnaise. Ce qu'elle découvre la glace d'effroi et attise sa colère. Durand n'est pas un simple officier impulsif. Son dossier révèle une série de plaintes pour comportements discriminatoires, toutes étouffées par des supérieurs complaisants. Des témoignages de jeunes maghrébins et africains, arrêtés sans motif, mentionnent des insultes racistes similaires. « Retourne dans ton pays, sale arabe » ou « Les Noirs comme toi n'ont rien à faire ici ». Chaque ligne qu'Aurore lit est une insulte à sa propre histoire, à celle de sa famille, à celle de tous ceux qui, comme elle, ont dû se battre pour être reconnus dans une société française encore marquée par les préjugés. Elle découvre aussi un détail troublant.
Durand a été récemment promu, malgré ses plaintes, grâce à l'appui d'un haut fonctionnaire de la préfecture, un certain Philippe Moreau, connu pour ses liens avec des politiciens locaux au discours xénophobe. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conspiration, un système qui protège les siens tout en écrasant les autres. Un rebondissement inattendu surgit, ajoutant une tension dramatique. En consultant les archives des plaintes, Aurore tombe sur un rapport anonyme envoyé par un collègue de Durand, un jeune officier nommé Étienne Lambert. Ce rapport, jamais traité, décrit une altercation où Durand a frappé un adolescent algérien lors d'un contrôle d'identité, l'accusant sans preuve de vol tout en riant. Ces gens-là, on les remet à leur place. Étienne, rongé par la culpabilité, a consigné l'incident, mais a été menacé de licenciement s'il parlait. Ce document, une preuve accablante, fait monter la rage d'Aurore à un niveau incandescent. Elle frappe son bureau du poing, renversant un cadre photo où elle pose avec ses parents lors de sa prestation de serment. « Ils protègent un monstre !» s'écrie-t-elle, sa voix brisée par la colère. Elle pense à cet adolescent, à tous les autres, à elle-même, victime d'un racisme institutionnalisé qui prospère dans l'ombre des uniformes. Aurore appelle immédiatement Claire Dubois, sa greffière de confiance, et lui demande de convoquer une réunion d'urgence avec le Tamphan Truong Étienne Fournier et le Kongto Vienne Marc Nguyen. « Claire, j'ai des preuves que Durand n'est pas un cas isolé, » dit-elle, sa voix tremblante de rage. « Il est protégé par un système pourri, et je vais le faire tomber, lui et tous ceux qui le soutiennent. » Claire, habituée à la rigueur d'Aurore, perçoit l'intensité dans sa voix et agit sans tarder. En attendant la réunion, Aurore regarde par la fenêtre de son bureau, donnant sur la place Bellecour, où des passants vaquent à leurs occupations. Elle pense à son premier jour en tant que magistrate, à la fierté qu'elle avait ressentie en enfilant sa robe noire. Ce jour-là, elle avait cru en un système juste. Aujourd'hui, ce même système l'a trahi, et cette trahison attise une colère qui ne s'éteindra pas. Lorsque Fournier et Nguyen arrivent, Aurore est prête. Elle leur montre le dossier de Durand, le rapport d'Étienne Lambert, et leur parle de la caméra de tableau de bord. « Cet homme n'a pas seulement vandalisé ma voiture, » dit-elle, sa voix vibrante de fureur. « Il a attaqué ma dignité, celle de toutes les personnes qu'il a ciblées à cause de leur couleur de peau. Et il est protégé par des gens comme Philippe Moreau, qui ferment les yeux sur ses crimes. » Fournier, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux grisonnants, écoute avec une gravité croissante. « C'est une honte pour la République, » murmure-t-il, ses poings serrés. Nguyen, d'origine vietnamienne, comprend trop bien les discriminations dont parle Aurore. « Nous allons ouvrir une enquête criminelle immédiate, » déclare-t-il. « Mais Aurore, vous êtes directement impliquée. Êtes-vous sûre de pouvoir gérer cela sans que vos émotions prennent le dessus ?» Aurore le fixe, ses yeux brûlants d'une détermination inébranlable. « Mes émotions sont ce qui me pousse à agir, » répond-elle. « Mais ma justice sera froide et irréprochable. » Dans cette pièce, entourée de dossiers et de lois, Aurore comprend que ce combat dépasse sa propre humiliation. C'est une guerre contre un racisme systémique, contre des hommes comme Durand et Moreau qui abusent de leur pouvoir pour écraser les minorités. Sa colère n'est plus seulement personnelle. Elle est celle de tous ceux qui, comme elle, ont été méprisés pour leur couleur de peau. Elle sait que cette bataille pourrait ébranler sa carrière, mais elle est prête à tout risquer pour que justice soit faite. En regardant la broche sur sa poitrine, elle pense à sa mère, à son père, à tous ceux qui ont cru en elle. Elle ne les décevra pas. Jean-Paul Durand a cru pouvoir l'effacer, mais il a sous-estimé la magistrate qui l'a attaquée. Aurore Lemoine est une tempête, et elle est sur le point de tout balayer sur son passage. Dans la lumière tamisée de son bureau, Aurore Lemoine, assise devant son ordinateur, sent une rage bouillonnante parcourir ses veines. Les dossiers de Jean-Paul Durand, qu'elle a découverts plus tôt, ne sont que la partie émergée d'un iceberg de corruption et de racisme systémique. Chaque ligne qu'elle lit est une gifle à sa dignité, à celle de sa famille immigrée, à celle de toutes les victimes de ce système. Elle tape furieusement sur son clavier, accédant aux archives numériques de la préfecture de Lyon. Ce qu'elle découvre la glace d'effroi et attise sa colère. Durand n'est pas un simple officier raciste. Il est un rouage d'une machine bien huilée. Depuis 5 ans, il a été impliqué dans 42 plaintes pour abus de pouvoir, toutes classées sans suite grâce à l'intervention de Philippe Moreau, ce haut fonctionnaire qu'Aurore a identifié comme un protecteur de Durand. Les plaintes, rédigées par des jeunes noirs et maghrébins,
racontent des histoires similaires, des contrôles d'identité abusifs, des insultes racistes comme «salafricain, dégage de France», et même des violences physiques. Une plainte, déposée par un lycéen de 16 ans, nommé Yacine, décrit comment Durand l'a frappé au visage lors d'un contrôle, riant «Les Noirs comme toi doivent apprendre à obéir». Ce témoignage, étouffé par Moreau, fait trembler Aurore de rage. Elle serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, et murmure «Ils ont brisé des vies et ils osent se cacher derrière leurs uniformes». Elle creuse plus loin, déterminée à trouver des preuves irréfutables. Un détail glaçant émerge. Durand a été décoré il y a 2 ans lors d'une cérémonie officielle à la préfecture, sous les applaudissements de Moreau et d'élus locaux, connus pour leur discours anti-immigration. Une photo de l'événement, trouvée dans les archives numériques, montre Durand souriant, une médaille épinglée sur son uniforme, tandis que Moreau, à ses côtés, lève un verre de champagne. Cette image, un symbole d'impunité, est une insulte à toutes les victimes de Durand. Aurore pense à Yacine, à cet adolescent qui, selon le rapport, a abandonné ses études après l'agression, traumatisé. Elle pense à elle-même, à l'humiliation sur cette route de Dessine, à ces mots. Une Noire comme toi n'a rien à faire dans un tribunal, qui résonnent encore. Sa colère atteint un point de non-retour. Elle frappe son bureau, renversant un pot de crayon, et crie « Ils ne s'en sortiront pas comme ça !» Un rebondissement inattendu surgit, ajoutant une tension dramatique. En consultant les registres financiers de la préfecture, Aurore découvre des paiements occultes versés à Durand par une société immobilière lyonnaise, les Toits d'Or, dirigée par un proche de Moreau. Ces paiements, déguisés en primes exceptionnelles, coïncident avec des contrôles d'identité musclés dans des quartiers populaires, suivis d'expulsions de familles immigrées. Le lien devient clair. Durand était payé pour intimider et chasser les habitants, libérant des terrains pour des projets immobiliers de luxe. Cette découverte, un scandale qui mêle corruption et racisme, fait bouillir Aurore. Elle imagine les familles déracinées, les enfants terrorisés, tout cela pour les profits d'hommes comme Moreau. « C'est une guerre contre nos communautés !» s'exclame-t-elle, sa voix vibrante de fureur. Elle pense à son père, ouvrier immigré, qui a travaillé dur pour qu'elle puisse un jour devenir magistrate. Cette injustice est une trahison de tout ce pourquoi sa famille s'est battue. Aurore contacte immédiatement Étienne Lambert, l'officier qui avait dénoncé Durand dans un rapport anonyme. Elle l'appelle depuis son bureau, ignorant l'heure tardive. « Étienne, c'est Aurore Lemoine, dit-elle, sa voix tremblante de rage contenue. J'ai trouvé votre rapport sur Durand et j'ai des preuves de paiements illégaux. J'ai besoin de votre témoignage. » Étienne, hésitant, murmure « Madame la juge, ils m'ont menacé. Si je parle, ils détruiront ma carrière. » Aurore, implacable, répond « Et si vous vous taisez, ils détruiront d'autres vies. Vous savez ce qu'il a fait à Yacine, à moi, à tant d'autres. » Après un long silence, Étienne accepte, sa voix tremblante. « D'accord, je parlerai. » Ce témoignage, une arme cruciale, galvanise Aurore. Elle sait que cette enquête pourrait ébranler la préfecture, voire le gouvernement local, mais elle est prête à tout pour que justice soit rendue. Dans son bureau, entourée de dossiers et de lois, Aurore regarde une vieille photo sur son bureau. Elle, à 20 ans, lors de sa première année de droit, souriant aux côtés de ses parents. Elle avait cru en la justice, en un monde meilleur. Aujourd'hui, elle voit à quel point ce monde est corrompu, gangrené par le racisme et l'avidité. Mais sa colère, loin de la détruire, la pousse à agir. Elle est plus déterminée que jamais à faire tomber Durand, Moreau et tous ceux qui ont permis à ce système de prospérer. Elle pense à Yacine, à ses familles expulsées, à sa propre humiliation. Cette bataille n'est pas seulement la sienne, c'est celle de tous ceux qui, comme elle, ont été méprisés pour leur couleur de peau. Aurore Lemoine est une magistrate, une fille d'immigrés, une femme en colère, et elle ne s'arrêtera pas tant que la vérité n'aura pas éclaté. Dans l'obscurité de son bureau au tribunal de Lyon, Aurore Lemoine, les yeux rivés sur son écran, sent une colère volcanique bouillonner en elle. Les dossiers de Durand, les paiements occultes de les Toits d'Or, les témoignages comme celui de Yacine, tout converge vers une vérité insoutenable. Un réseau de corruption et de racisme institutionnalisé prospère sous la protection de figures comme Philippe Moreau. Chaque mot qu'elle lit est une insulte à sa propre histoire, à celle de son père immigré sénégalais, à celle de toutes les familles brisées par des hommes comme Durand. Elle serre les poings,
ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, et murmure « Ils ne s'en sortiront pas comme ça ». Mais Aurore sait que les preuves numériques, bien qu'accablantes, ne suffisent pas. Elle a besoin d'une arme irréfutable, quelque chose qui forcera le système à agir. Elle pense à la caméra de tableau de bord, celle qui a capturé l'agression de Durand sur la route de Dessines. Cette vidéo, qu'elle n'a pas encore visionnée, pourrait être la clé pour faire tomber Durand et ses complices. Aurore branche la caméra à son ordinateur, son cœur battant à tout rompre. Les images s'affichent, nettes et implacables. On y voit Durand, son uniforme sombre contrastant avec le soleil matinal, s'approchant de sa voiture. Sa voix, chargée de mépris, résonne. « Une noire comme toi n'a rien à faire dans un tribunal ?» Puis, le moment fatidique. Il brandit sa matraque et fracasse les feux arrière et de freinage, son rictus de satisfaction visible à l'écran. Aurore sent une rage pure l'envahir, mais aussi une satisfaction froide. Cette vidéo est une preuve irréfutable, un témoignage vivant de l'abus de pouvoir et du racisme de Durand. Elle sauvegarde les images sur une clé USB qu'elle glisse dans son sac avec une détermination farouche. Mais elle sait que cette vidéo doit être utilisée stratégiquement. Si elle la transmet directement au tribunal, les alliés de Moreau pourraient l'enterrer. Elle doit frapper là où ils ne s'y attendent pas. Un rebondissement inattendu surgit, ajoutant une tension dramatique. Alors qu'Aurore prépare son plan, elle reçoit un appel anonyme sur son téléphone personnel. Une voix masculine, rauque et nerveuse murmure « Madame la juge, je sais ce que vous faites. Si vous continuez à creuser sur Durand, ils viendront pour vous. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne est coupée. Aurore, figée, sent un frisson lui parcourir l'échine. Elle regarde autour d'elle, les ombres de son bureau semblant soudain menaçantes. Qui est cet homme? Un complice de Moreau? Un officier effrayé par ses découvertes? Cette menace, au lieu de l'intimider, attise sa colère. « Il pense pouvoir me faire taire ?» gronde-t-elle, sa voix tremblante de fureur. Elle pense à Yacine, à cet adolescent brisé par Durand, à toutes les familles expulsées pour les profits immobiliers de l'Étoile d'Or. Elle ne reculera pas. Aurore contacte Étienne Lambert, l'officier qui a dénoncé Durand, et lui demande de la rejoindre dans un lieu discret, un petit café de la presqu'île, loin des regards indiscrets. Sous la lumière tamisée des lampadaires lyonnais, elle rencontre Étienne, un jeune homme aux traits tirés, visiblement terrifié. « Madame la juge, je risque tout en étant ici, » murmure-t-il, jetant des regards nerveux autour de lui. Aurore, implacable, lui tend la clé USB. « Regardez ceci, » dit-elle, sa voix vibrante de rage. « C'est Durand, en train de me vandaliser, de m'insulter. Et vous savez ce qu'il a fait à Yacine, à tant d'autres. Si vous ne parlez pas, ils continueront. » Étienne visionne la vidéo sur son téléphone, ses mains tremblant. Les insultes racistes de Durand, son rire cruel, le son du verre brisé, tout cela le bouleverse. « Je vais témoigner, » dit-il enfin, sa voix brisée mais résolue. « Mais vous devez me protéger. » Aurore hoche la tête, son regard brûlant d'une détermination inébranlable. « Vous avez ma parole. » Le lendemain matin, le tribunal de Lyon est un champ de bataille silencieux. Aurore, vêtue de sa robe noire de magistrate, entre dans la salle de réunion où l'attendent Étienne Fournier, le Tam Phan Truong et Marc Nguyen, le Kong To Vian. La tension est palpable. Aurore pose la clé USB sur la table, son regard perçant fixé sur ses collègues. « Voici la preuve de l'agression de Jean-Paul Durand contre moi », déclare-t-elle, sa voix résonnant avec une colère contenue. Mais ce n'est que le début. Durand est un pion dans un système plus vaste, protégé par Philippe Moreau et financé par l'Étoile d'Or pour expulser des familles immigrées et libérer des terrains. Elle expose tout, les plaintes étouffées, le témoignage de Yacine, les paiements occultes et maintenant la vidéo. Fournier, un homme d'ordinaire impassible, blêmit. « C'est un scandale qui pourrait ébranler Lyon », murmure-t-il, ses mains serrées sur la table. Nguyen, d'origine vietnamienne, comprend trop bien les discriminations dont parle Aurore. « Nous devons agir vite, » dit-il. « Mais Aurore, vous êtes la victime. Voulez-vous vraiment vous impliquer davantage ?» Aurore se lève, sa robe noire flottant comme une armure. « Je ne suis pas seulement une victime, » rétorque-t-elle, sa voix vibrante de fureur. « Je suis une magistrate, et je ne laisserai pas ce système corrompu salir la justice que j'ai juré de défendre. » Elle insiste pour superviser l'enquête, malgré les risques d'un conflit d'intérêts.
Fournier, après un moment de réflexion, accepte. Votre intégrité est indiscutable, dit-il. Mais soyez prudente. Vous vous attaquez à des gens puissants. Nguyen, déterminé, prend la parole. Mon bureau va ouvrir une enquête criminelle immédiate. Nous allons interroger Étienne Lambert, saisir les comptes de l'Étoile d'Or et convoquer Durand pour un interrogatoire. Un nouveau rebondissement surgit, intensifiant la tension. Alors que l'enquête commence, un officier subalterne, envoyé par Nguyen pour fouiller les bureaux de la préfecture, découvre un échange d'emails entre Moreau et le PDG de l'Étoile d'Or, un certain Gérard Blanc. Ces emails détaillent un plan pour nettoyer les quartiers populaires de Lyon, en utilisant des officiers comme Durand pour intimider les habitants et les forcer à partir. Un passage, particulièrement accablant, montre Moreau écrivant « Les Noirs et les Arabes doivent être écartés. Lyon doit redevenir une ville pour les Français de souche. » Cet email, une preuve directe de racisme institutionnel, fait bouillir Aurore. Elle pense à son père, à sa mère, à toutes les familles qui ont vu leur vie détruite par ces hommes. « Ils veulent nous effacer », s'écrie-t-elle, sa voix brisée par la rage. Elle serre sa broche en forme de balance, symbole de la justice qu'elle refuse de voir souillée. L'enquête s'accélère. Nguyen mobilise une équipe pour saisir les preuves financières, tandis qu'Étienne Lambert, protégé par une escorte, livre un témoignage accablant sur les abus de Durand. Aurore, depuis son bureau, suit chaque avancée, mais elle sait que le danger grandit. L'appel anonyme résonne encore dans son esprit et elle reçoit un nouveau message, cette fois sous forme d'une lettre glissée sous sa porte. « Arrêtez, ou votre famille paiera. » Cette menace, visant directement ses proches, sa mère, qui vit seule à Villeurbanne, et son frère, un enseignant à Paris, fait monter la peur, mais aussi la colère d'Aurore. Elle pense à Yacine, à ses familles expulsées, à sa propre agression. « Ils ne me feront pas plier », murmure-t-elle, ses yeux brûlants de défi. Dans les rues de Lyon, l'enquête commence à faire des vagues. Des rumeurs circulent dans les quartiers populaires, où les habitants, longtemps opprimés, commencent à parler. Une femme, Amina, mère d'un adolescent agressé par Durand, contacte Aurore pour offrir son témoignage. « Il a dit à mon fils qu'il ne valait rien, qu'il était une honte pour la France », raconte-t-elle, les larmes aux yeux. Ces mots, un écho des insultes qu'Aurore a elle-même subies, renforcent sa détermination. Elle sait que cette enquête n'est pas seulement pour elle, c'est pour Yacine, pour Amina, pour tous ceux que ce système a voulu effacer. Sa colère, loin de s'éteindre, devient une force motrice, une tempête qui pourrait bien balayer les fondations corrompues de Lyon. Le tribunal de Lyon, ce samedi 24 mai 2025 à 13h32, est un théâtre de tension. La salle d'audience principale, avec ses boiseries sombres et ses vitraux filtrant une lumière austère, est comble. Des familles des victimes de Durand, des journalistes, des activistes et des habitants des quartiers populaires de Lyon se pressent sur les bancs, leurs murmures emplis d'espoir et de colère. Aurore Lemoine, en robe noire de magistrate, préside depuis le siège central, son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une détermination farouche. Face à elle, à la table de la défense, Jean-Paul Durand, pâle et nerveux, est assis à côté de son avocat, Pierre Vasseur, un homme connu pour défendre des officiers controversés. Durand, autrefois arrogant, semble diminuer, ses épaules voûtées sous le poids des preuves accablantes. Aurore ouvre la séance, sa voix résonnant avec une gravité solennelle. Cette cour est réunie pour juger Jean-Paul Durand des chefs d'accusation de vandalisme aggravé, abus de pouvoir et incitation à la haine raciale. Que la justice soit rendue. Le procureur Marc Nguyen présente l'affaire avec une précision implacable. Il appelle Aurore à la barre comme témoin principal. Un silence lourd s'installe alors qu'elle descend de son siège pour prêter serment, un spectacle rare. Une magistrate victime et juge dans sa propre affaire. Sous serment, Aurore raconte l'incident avec une objectivité glaciale. L'arrêt sur la route de Dessines, les insultes racistes de Durand, « Une noire comme toi n'a rien à faire dans un tribunal » et la destruction brutale de sa voiture. Elle fournit des détails précis, l'heure, la plaque d'immatriculation, le badge de Durand. Nguyen projette la vidéo de la caméra de tableau de bord, un silence étouffant envahissant la salle alors que les images montrent Durand fracassant les feux, son rire cruel résonnant comme un coup de tonnerre. Les spectateurs, dont beaucoup ont subi des abus similaires, murmurent, certains pleurent, leur colère palpable.
Vasseur, lors du contre-interrogatoire, tente de discréditer Aurore, insinuant qu'elle a provoqué Durand par son attitude arrogante. Madame la juge, une femme noire dans une vieille voiture, portant une robe de magistrate, ne pensez-vous pas que cela pouvait prêter à confusion demande-t-il, sa voix mielleuse. Aurore, les yeux fixés sur lui, répond d'une voix tranchante. Monsieur Vasseur, j'ai présenté mes papiers et mon identité. Un officier professionnel vérifie avant d'agir. Les actes de Durand ne sont pas une confusion, mais un crime motivé par le racisme. Un rebondissement dramatique surgit lorsque Nguyen appelle Étienne Lambert à la barre. Étienne, protégé par une escorte, livre un témoignage accablant. J'ai vu Durand frapper un adolescent algérien, Yacine, en riant et en disant que les Noirs et les Arabes devaient être remis à leur place. Il révèle aussi les pressions de Philippe Moreau pour étouffer les plaintes. Puis, Nguyen présente les emails entre Moreau et les Toits d'Or, exposant leur plan pour nettoyer Lyon des minorités. Un passage, les Noirs et les Arabes doivent être écartés, déclenche des cris de colère dans la salle. Aurore frappe son marteau, imposant le silence, mais ses yeux trahissent une fureur contenue. Durand, appelé à témoigner, bafouille, niant les insultes racistes et prétendant que la vidéo est truquée. Nguyen démonte ses mensonges, soulignant les incohérences face aux preuves physiques. Après les plaidoiries finales, Aurore rend son verdict. La cour a examiné les preuves et les témoignages, commence-t-elle, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Jean-Paul Durand est reconnu coupable de vandalisme aggravé, abus de pouvoir et incitation à la haine raciale. Ces actes, motivés par un racisme flagrant, ont porté atteinte à la dignité de la justice et à la confiance du public envers les forces de l'ordre. Elle marque une pause, ses yeux fixés sur Durand, qui tremble. L'accusé est condamné à 3 ans de prison ferme, à une amende de 60 000 € et à une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique. Il devra également verser une indemnisation intégrale pour les dommages causés. La salle explose de joie et de larmes. Des applaudissements retentissent. Aurore, stoïque, regarde Durand être menotté et emmené, son regard exprimant non pas de la vengeance, mais une justice implacable. Quelques semaines plus tard, Lyon est encore sous le choc du verdict. Dans les quartiers populaires, comme la Guillotière, l'espoir renaît. Aurore le moine, désormais une figure emblématique, marche dans ses rues, saluée par des habitants qui voient en elle une héroïne. Mais sa colère, loin de s'éteindre, se transforme en une force de changement. Le procès de Durand a révélé au grand jour les abus systémiques et Aurore refuse de laisser cette victoire s'effacer. Elle lance une initiative audacieuse, un programme nommé Éclat de justice, destiné à former les jeunes des quartiers à leurs droits face aux abus policiers. Dans une ancienne école désaffectée, transformée en centre communautaire, Aurore organise des ateliers juridiques. Des adolescents, comme Yacine, y participent, apprenant à rédiger des plaintes et à filmer les interactions avec la police. « Vous avez une voix », leur dit Aurore, sa voix vibrante d'une colère constructive. « Ne laissez jamais personne vous la voler. » Un nouveau rebondissement surgit, ajoutant une tension dramatique. Une nuit, alors qu'Aurore quitte le centre après un atelier, une voiture noire s'arrête brutalement devant elle. 2 hommes masqués en sortent, l'un d'eux lançant « C'est un avertissement, le moine. Arrêtez de fouiller, ou votre famille sera la prochaine. » Ils jettent une brique à travers la vitre du centre avant de s'enfuir. Aurore, figée un instant, sent une rage nouvelle l'envahir. Elle pense à sa mère, à son frère, à Yacine, à tous ceux qu'elle protège. « Ils ne me feront pas plier », murmure-t-elle, ramassant un éclat de verre, ses yeux brûlants de défi. Elle appelle immédiatement Marc Nguyen, qui renforce sa protection et ouvre une enquête sur cette attaque, soupçonnant des complices de Moreau, récemment arrêtés grâce aux emails découverts. Le verdict contre Durand a des répercussions nationales. La préfecture de Lyon, sous pression publique, publie une déclaration condamnant les abus de Durand et annonce son licenciement. Un programme de formation obligatoire sur l'éthique et la lutte contre le racisme est imposé à tous les officiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais Aurore reste vigilante. Elle sait que ces promesses peuvent n'être que des façades. Elle rencontre des journalistes, comme Camille Renaud, pour publier des enquêtes sur les abus systémiques et collabore avec des associations comme SOS Racisme pour amplifier le mouvement. Sa colère devient un moteur de réforme, inspirant des initiatives similaires à Paris, Marseille et Toulouse. Une pétition nationale, portée par les habitants de Lyon,
recueille 50 000 signatures pour une réforme judiciaire plus stricte contre les abus de pouvoir. Aurore, souvent rejointe par Yacine, devenue un porte-parole des jeunes victimes, continue son travail au tribunal. Lors d'une soirée à éclat de justice, elle prend la parole devant une foule de familles et de soutien. Ils ont voulu nous effacer, dit-elle, sa voix vibrante de rage et d'espoir. Mais nous sommes toujours là, plus forts que jamais. La foule l'acclame, et Aurore, regardant Yacine sourire pour la première fois depuis des mois, sait que ce combat, né d'une injustice criante, a redonné une voix à ceux qu'on voulait réduire au silence. Lyon, ce jour-là, n'est plus seulement une ville, c'est un symbole de résistance et de justice.